Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces du dépeceur de Mons. Vous vous doutez bien, d'après le titre, que cette vidéo est déconseillée aux enfants et aux âmes sensibles. La ville de Mons se situe du côté francophone de la Belgique. Elle est le chef-lieu d'une entité qui regroupe plusieurs communes. Parmi ces communes se trouvent entre autres Couëm, Havre et Yon qui vont avoir une importance dans notre histoire. La ville de Mons se situe plus ou moins à 60 km au sud-ouest de Bruxelles. Le 22 mars 1997, le policier équestre Olivier Motte se rend à son travail. À savoir que le commissariat ne se trouve qu'à quelques kilomètres de son domicile. Pour ce faire, il emprunte la rue Émile van der Velde à Couëm. Et là, il aperçoit un chat qui joue avec quelque chose. Il n'arrive pas trop à déterminer ce dont il s'agit exactement. Il descend de cheval et se rend compte que le chat joue avec une main humaine. Un peu plus loin, en bas d'un talus, il aperçoit 8 autres sacs poubelles. Ils ont été éventrés, certainement par des chats ou d'autres animaux attirés par l'odeur de putréfaction. À l'intérieur de ces sacs, comme vous vous en doutez, il découvre des membres humains. Il donne l'alerte et ce sera le juge d'instruction Piette dès ce moment qui sera chargé de l'enquête qui va démarrer. Les techniciens et médecins légistes arrivés sur place constatent que les membres retrouvés dans les sacs appartiennent à 3 femmes. Elles ont probablement été tuées à des moments différents, car les membres présentent des états de décomposition qui ne sont pas les mêmes. L'identification des victimes ne sera pas facile. En effet, il n'y a que des jambes et des bras dans ces sacs. Un des bras présente d'ailleurs une désépidermisation. Le tueur a probablement voulu faire disparaître un tatouage ou une tache de naissance. Il a donc gratté la peau afin de compliquer l'identification de la victime, mais il n'a pas bien fait son travail. Et grâce à cela, la police sera capable d'identifier une des victimes. Concernant les sacs poubelles dans lesquels les morceaux de corps ont été emballés, c'est assez étrange, car ils proviennent de la ville de Knokke-Heist. C'est une ville assez éloignée de Mons et qui se situe du côté néerlandophone de la Belgique, et qui se trouve au bord de la mer. Le 23 mars 1997, un 9e sac est découvert, toujours à la rue Émile van der Velde à Couëm. Le 24 mars 1997, un chauffeur routier a la désagréable surprise de découvrir un buste féminin dans un sac poubelle au chemin de l'Inquiétude à Mons. Le 12 avril 1997, ce sont 2 sacs poubelles qui seront découverts dans la rue du Dépôt à Havre, non loin de la rivière la Haine. Le contenu de ces sacs est à nouveau morbide. Ils contiennent une tête, une jambe et un pied. Le 18 avril 1997, un employé communal en plein travail découvre 2 sacs poubelles qui contiennent des morceaux de cuisses et des bras à Saint-Symphorien. Après la rivière la Haine, on reste dans le même registre des noms tordus. En effet, Saint-Symphorien est un saint martyr qui fut décapité. Le 18 octobre, toujours en 1997, 2 enfants qui jouaient dans un verger au chemin de Bethléem à Yon ont découvert un crâne humain. À savoir que ce chemin est bordé par une rivière qui se nomme la Trouille. Arrivées à ce stade de l'enquête, les autorités se doutent qu'elles ont affaire à un tueur en série.
Des recherches concernant d'autres affaires, élucidées ou non, similaires à celle-ci, vont donc être lancées. C'est ainsi que les enquêteurs vont se rendre compte qu'un buste féminin a été découvert le 22 juillet 1996 dans la Haine. Et que le 21 janvier 1996, un bassin féminin est découvert dans l'Escaut, au nord de la France, à Château-l'Abbé. Comme vous vous en doutez, l'identification des victimes va poser un fameux problème aux autorités. Le tueur n'a laissé ni vêtements ni bijoux. Quant au tueur, la précision des découpes fait penser à un chasseur, un médecin, un boucher, quelqu'un qui s'y connaît pas mal en anatomie. Les enquêteurs vont quand même finir par identifier les victimes par divers moyens. Alors je vais vous présenter les victimes, non pas par ordre de découverte, mais par ordre de disparition. C'est plus logique pour suivre la chaîne des événements. Carmélina Rousseau avait 42 ans lorsqu'elle a disparu le 4 janvier 1996 de son domicile de Mons. C'est son bassin qui a été découvert dans l'Escaut à Château-l'Abbé. Elle ne sera formellement identifiée par la police française qu'en juillet 1997. Elle fréquentait pas mal la gare de Mons et ses alentours pour y vendre des sous-vêtements. Martine Beaune avait 43 ans lorsqu'elle disparut le 21 juillet 1996. C'est son buste qui a été découvert dans la Haine au chemin de l'Inquiétude. D'origine française, elle vivait à Mons depuis plusieurs années. Elle était aussi une habituée des alentours de la gare. Suite à un grave accident de voiture qui l'a laissée défigurée, elle venait de toucher une grosse somme des assurances. Jacqueline Leclerc avait 33 ans lorsqu'elle a disparu le 22 décembre 1996. Ce sont ses restes qui ont été retrouvés à la rue Émile van der Velde. Alors si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé d'un tatouage qui avait été gratté au niveau d'un bras. Eh bien c'est ce tatouage mal effacé qui va permettre d'identifier Jacqueline Leclerc. Alors on ne s'est pas contenté du tatouage bien entendu, les analyses de sang ont bien confirmé l'identité de la victime. Jacqueline Leclerc était divorcée et un peu dépressive parce qu'elle avait perdu la garde de ses 4 enfants. Elle devait passer Noël avec sa maman et sa sœur. Sa famille s'est tout de suite inquiétée de sa disparition. En effet, c'était une famille très fusionnelle. Sa sœur a d'ailleurs directement parcouru les endroits fréquentés par Jacqueline pour essayer de la retrouver, sans résultat. Nathalie Godard avait 22 ans lorsqu'elle a disparu le 16 mars 1997. Son buste a été découvert au chemin de l'Inquiétude. D'autres parties de son corps ont été découvertes à la rue Saint-Symphorien. Et pour finir, sa tête fut découverte à la rue du Dépôt. Un portrait robot a été fait et malheureusement, c'est sa propre mère qui l'a reconnu. Quelques jours avant sa disparition, elle avait été filmée en train de participer à une marche blanche. Elle avait également été aperçue en train de passer la soirée avec son petit ami Léopold Bogart. Nathalie Godard était elle aussi une habituée des alentours de la gare de Mons et ses bars. Begoña Valencia avait 37 ans lorsqu'elle a disparu de son domicile de Frameries le 3 juillet 1997. Son crâne a été retrouvé à Saint-Symphorien. Suite à des recherches approfondies, en avril 1998, des dents et des vertèbres cervicales lui appartenant étaient découvertes sur le même terrain. Elle était maman d'une petite fille. Atteinte d'une grave dépression, elle avait fait plusieurs séjours à l'hôpital Le Chêne-Noué à Mons. Elle avait confié sa fille à sa belle-sœur. En 2003, une affaire française va intriguer les enquêteurs. Il s'agit de l'affaire Janine Sopka, 59 ans, qui a disparu le 19 février. Malheureusement, une partie de son corps est découverte par des ouvriers
au relais nautique d'Hachette à Loquignol. Les sacs poubelles contenant ses membres étaient sur les berges de la Sambre. Une semaine plus tard, un demi-tronc de femme est retrouvé dans l'Escaut à Vieux-Condé. Les tests ADN vont prouver qu'il s'agit bien du tronc de Janine Sopka. Un homme, Jacques Pluchart, patron d'une scierie, sera arrêté. Selon ses relevés téléphoniques, il interrogeait son répondeur grâce au même numéro tous les soirs. Tous les soirs, sauf le soir de la disparition de Janine Sopka. Pour ce qui est du mobile, on le soupçonnait d'être un des amants de Janine Sopka. Sa scierie a été perquisitionnée ainsi que son véhicule. On y trouve des traces de sang grâce au Blue Star. Mais les analyses ne sont même pas capables de dire s'il s'agit de sang humain ou de sang animal. Il est libéré après 9 jours de détention provisoire. Mais il reste mis en examen jusqu'en 2010, année où il décède. Il a toujours clamé son innocence et du sperme retrouvé chez Madame Sopka se révèle ne pas être le sien. Alors pour info, le lieu où le tronc de Madame Sopka a été retrouvé n'est qu'à 4 kilomètres d'où fut retrouvé le bassin de Madame Rousseau. Malgré de nombreuses similitudes, l'affaire de Janine Sopka ne fut jamais attribuée aux dépeceurs de Mons. Retour en Belgique dans nos bonnes années 90, la cellule Corpus a été créée et elle est dirigée par le juge d'instruction Pierre Pillette. Au départ, il y avait 12 enquêteurs à temps plein pour essayer d'élucider l'affaire du dépeceur de Mons. Il ne reste plus qu'un enquêteur actuellement malheureusement. Pour se donner toutes les chances, la cellule a fait appel à un profiler. Il décrit le tueur comme un homme organisé car il dépose ses victimes dans les rues selon les noms qu'elles portent. Et il ne laisse aucune trace. L'enquête est d'autant plus difficile qu'on ne connaît pas les lieux de crime, on a juste les lieux de dépôt des corps. Il n'y a non plus pas d'armes du crime ni de mobile connu. Le fait que cette affaire a débuté au moment où éclatait l'affaire du trou a également été un frein pour les enquêteurs. Beaucoup de moyens ont été mis en place pour l'affaire du trou et du coup l'affaire du dépeceur de Mons a été un peu mise sur le côté. Les moyens techniques et scientifiques de l'époque étaient également beaucoup moins évolués que maintenant. Pas de téléphonie mobile. La technique de l'ADN existait mais était beaucoup moins développée que maintenant. Il fallait de gros échantillons pour tirer un ADN et il n'y avait pas de fichier ADN. En fait, on ne connaît même pas les causes de la mort des victimes. On n'a pas trouvé d'impact de balle, rien. Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'elles ont été démembrées post-mortem grâce à une scie. Et puis, on ne sait même pas si le dépeceur est un dépeceur, il peut s'agir d'une dépeceuse. Mais c'est vrai que vu le profil des victimes, ça fait plutôt penser à un homme. La police va rapidement suspecter Léopold Bogart, dont le surnom est le Gitan. Alors si vous vous souvenez bien, il était le compagnon de Nathalie Godard au moment de sa disparition. En plus, il avait la réputation d'être un homme violent. Lors de son arrestation, on va découvrir chez lui un vêtement taché de sang. Ce vêtement se révélera être en fait le blouson de Nathalie Godard. Il fut donc placé sous mandat d'arrêt en avril 1997, mais on dut rapidement le relâcher. En effet, les analyses de sang montrent que le sang sur le blouson est celui de Léopold Bogart et non celui de Nathalie Godard. En effet, il avait bien expliqué aux policiers qu'il avait été agressé un peu avant et que lors de cette agression, il portait le blouson en question. C'est donc tout naturellement qu'il a été mis hors de cause. Les policiers vont donc chercher ce que toutes les victimes avaient en commun. Il n'y a aucune preuve qu'elles se connaissaient. Par contre, elles fréquentaient toutes, absolument toutes, le bar de l'hôtel Métropole. La gérante, Monique Ganche, a d'abord été considérée comme un témoin et ensuite comme une suspecte. Elle est la seule personne connue qui connaissait toutes les victimes.
Son domicile ainsi que l'hôtel Métropole ont été fouillés. La seule chose suspecte que les policiers vont découvrir, c'est un journal qui parle de l'affaire. Bon, maintenant, on va être logique. Vous connaissez des gens, ils se font assassiner, c'est normal que vous lisiez les infos qui en parlent. Ça ne fait pas du tout d'elle une suspecte. Elle a d'ailleurs été très logiquement blanchie. La police va également suspecter Smail Tulia. Désolée pour la prononciation. Alors Smail Tulia est un chauffeur de taxi qui a été arrêté à New York en 2007. Il est suspecté au Monténégro, pays dont il est originaire, de faits de même nature. Il aurait tué sa femme, l'aurait découpée, mise dans des sacs poubelles et jetée au bord d'une rivière. Les femmes ont d'ailleurs tendance à disparaître dans son entourage, et ce, partout où il va. En Albanie, en ex-Yougoslavie, au Monténégro, aux États-Unis. Il a résidé en Belgique au moment des faits, à Verviers et à Arlon. Par contre, personne ne se souvient de lui à Mons. La cellule Corpus l'a donc écarté de la liste des suspects. Par contre, il va être inculpé pour le meurtre de sa femme. Le 21 janvier 2010, un médecin montois, Jacques-Antoine, est arrêté. Son propre fils l'accuse d'être le dépeceur en envoyant des courriers au juge d'instruction, au procureur et aux policiers. Selon ces courriers, le médecin aurait avoué les meurtres à son fils. De plus, il semblerait qu'il soit assez violent car il a agressé une esthéticienne avec une arme. Il l'a frappée avec la crosse de l'arme car elle refusait ses avances. Le fils explique également que son père allait souvent à Knokke-Heist entre 1985 et 1995. Rappelez-vous, ce sont dans des sacs provenant de cette commune qu'ont été découverts une partie des membres. On apprendra plus tard que les sacs avaient été refusés par la commune de Knokke-Heist et vendus en région montoise, donc ça ne prouve absolument rien. Le médecin serait également amateur d'armes à feu, mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun impact de balles sur les corps des victimes. En fait, on ne sait toujours pas de quoi elles sont mortes. Il sera donc relâché car il n'y a aucune preuve qu'il ait quelque chose à voir. Une hypothèse va voir le jour selon laquelle le tueur serait un tueur de passage. Et peut-être que ce tueur fait partie du SHAPE. Alors le SHAPE, c'est le quartier général du commandement allié des opérations de l'OTAN. Alors l'idée, c'est que les travailleurs du SHAPE, que ce soit des soldats, techniciens de surface, techniciens tout court, bureaucrates, qu'il y en ait un qui soit le tueur. Et comme ils n'ont que des contrats à durée déterminée, 1 an et demi à 2 ans, après que son contrat soit fini, il retourne chez lui. Et une fois chez lui, il aurait pu reprendre sa sinistre besogne, ou pas d'ailleurs. Mais bon, en toute logique, s'il y avait eu d'autres crimes de même nature, surtout à l'heure actuelle, où tout se sait, tout se dit, je pense qu'on serait quand même au courant. Cette piste va donc être abandonnée. Cette affaire reste donc irrésolue. Toutes les pistes suivies ont été malheureusement abandonnées. Et il y en avait plus de 1600. Il y a eu entre autres énormément de dénonciations. Mais ça n'a rien donné. Les pièces à conviction sont de nouveau étudiées. En effet, les techniques ADN ont tellement évolué que maintenant on peut déceler un ADN à partir de tout petits fragments, ce qui n'est absolument pas le cas à l'époque. Le problème est que même si on trouve l'ADN du tueur, s'il n'est pas fiché, ça ne donnera rien du tout. Une question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi le tueur s'est arrêté. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est en prison pour d'autres faits? Ou bien est-il tout simplement plus prudent pour cacher les corps? Nul ne le sait. Une seule chose est sûre, c'est que dans 6 ans, les faits seront prescrits. Ce qui est franchement honteux. Les familles ont le droit d'avoir des réponses. Qui, pourquoi, comment? Les victimes n'avaient rien fait ni rien demandé à personne. Elles méritent que l'enquête continue et que le meurtrier soit arrêté.
Que justice leur soit rendue. Pour ceux que cette histoire intrigue, il y a de très bons livres sortis ou qui vont sortir. Il y a Le Dépeceur de monstres de Wesley Meudermans, éditeur La Boîte de Pandore, qui est sorti le 13 juin 2015. Il y a également 5 sous vos pieds l'enfer par Thierry Chassard, édité par Être vu pour être lu. Il est sorti le 2 décembre 2019. Ce livre s'inspire des faits et il plonge le lecteur dans une enquête basée sur des faits similaires se passant à Mons, et le lecteur est impliqué dans l'enquête grâce à un jeu d'énigmes. Alors apparaître en 2022 un livre qui est le fruit de l'enquête et du travail combiné du Montois Alain Carton et du Tournésien Morgan van Lenberg. J'ai hâte de le lire. C'est ici que je vous quitte. Je vous demande votre indulgence car c'est ma première vidéo. Et si ça va bien, j'ai d'autres histoires à vous présenter, donc j'espère à bientôt.